Nous allons donc parler d'industrie avec nos quatre invités que je remercie. Jean-Sébastien Moulet, fondateur de Worm Sensing, Paul Perper de l'INPI, Bertrand Nachbord de Dalkia et Lucie Finet qui est directrice adjointe de la mission French Tech à Bercy. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de tenter de répondre à la question suivante. L'industrie est-elle l'avenir de la French Tech ? Selon un récent rapport de BPI France, sorti en mars, si je ne dis pas de bêtises, les montants levés par les startups à vocation industrielle ont baissé, sont passés de 4 milliards à 2,8 milliards entre 23 et 24. Et le nombre de grosses levées, donc de plus de 100 millions d'euros, a également chuté. Il y en avait 10 en 23, il n'y en avait que 5 en 2024. Néanmoins, les startups à vocation industrielle représentent toujours 36% des levées de fonds dans la French Tech. Alors je me tourne vers vous, Lucie Finet, qui avait une vision un petit peu d'ensemble depuis Bercy. Comment la French Tech peut-elle participer à la réindustrialisation du pays, selon vous ? Merci pour cette introduction qui plante bien le décor, en effet. Et puis, moi, je vais essayer de répondre justement du point de vue de l'État et de l'administration sur nous, ce qu'on peut faire et aussi aujourd'hui peut-être prendre un peu de recul et donner une image de l'État actuel. Première chose, donc la mission French Tech, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on est une administration rattachée à Bercy et on a vocation à structurer et accompagner la croissance des startups françaises en France et à l'international. Et ça s'exprime notamment à travers l'accompagnement de 250 startups, qu'elles soient soit des pépites qui sont déjà à vocation à s'internationaliser, ou alors des plus petites startups justement sur le domaine de la deep tech. Donc nous, vraiment, on pense qu'une des choses qu'on a à faire, c'est accompagner les entreprises, agir un peu comme un guichet unique, justement, pour ces startups, pour les aider aussi dans leur démarche administrative, faciliter finalement les choses et simplifier. Je pense que c'est un élément vraiment important, on en parle beaucoup. Il y a un vrai enjeu de simplifier pour les startups et particulièrement les startups industrielles parce que c'est un élément, on sait que c'est un casse-tête, hein. Même les grandes entreprises, les grands groupes le disent, créer une usine, c'est très compliqué et donc on pense que nous, à la mission French Tech et à la Direction Générale des Entreprises, on a quelque chose à porter sur ce sujet. Peut-être un deuxième élément, aujourd'hui les startups, c'est 1/3 des nouvelles usines qui s'ouvrent chaque année. 1/3. Je pense que c'est vraiment important de se le dire et de se dire que les startups, elles contribuent activement à la réindustrialisation de la France. Et il faut aussi se dire que certes, il y a eu une désindustrialisation ces 10 dernières années, mais on ne part pas de zéro. On a quand même un terreau fertile dans l'ensemble des territoires. On a des filières, on a des formations, parfois on manque de gens, mais on voit aussi que les startups, elles ouvrent des usines dans des territoires où il y a des traditions industrielles. Je pense à la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, il y a une très forte histoire industrielle et c'est là aussi que s'implantent, notamment par exemple au Creusot, dans la filiale du nucléaire, de nouvelles startups. Donc voilà, c'est pas si simple, mais il y a des choses à faire et je pense qu'il faut continuer collectivement en tant qu'écosystème à travailler à ce que, oui, je pense la French Tech, mais pas que, doit contribuer à la réindustrialisation de la France. Merci. Jean-Sébastien Moulet, je me tourne vers vous. Bravo encore pour votre prix. Vous êtes donc une start-up qu'on peut dire industrielle et vous travaillez également avec l'industrie. De votre point de vue de start-upper, d'entrepreneur, comment les start-up industrielles qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la French Tech sur l'industrie ? Je pense que les startups industrielles peuvent apporter beaucoup de choses à la French Tech. Je pense que au départ, la French Tech, ça a été principalement travailler sur du digital, du logiciel, des applications, plutôt à vocation du grand public. Et en fait, aujourd'hui, l'industrie doit aussi évoluer, doit se ressourcer, cherche des solutions à l'extérieur de ces systèmes internes d'innovation et de ressourcement. Et du coup, c'est là où justement la French Tech peut aider justement à faire émerger plus rapidement des projets pour pouvoir les projeter sur les industriels.
Et je pense aussi que la French Tech peut apporter aussi, comme le disait Madame juste avant, de mettre de l'huile dans les rouages justement entre favoriser l'open innovation, favoriser et simplifier finalement la communication entre les startups et les grands groupes pour pouvoir infuser plus rapidement les innovations auprès des industriels. L'industrie, c'est une industrie qui est plutôt lente, qui a des cycles d'adoption qui sont très lents. Et donc effectivement, plus on va pouvoir favoriser ça, mieux ce sera pour tout le monde. Et voilà. Et la French Tech peut aussi supporter dans les investissements. Effectivement, comme vous disiez, avoir des usines, c'est lourd, c'est des investissements qui sont lourds, c'est des problématiques qui sont très lourdes aussi. C'est quand même beaucoup plus simple de cliquer et d'avoir un produit qui arrive de Chine que de le fabriquer en France. Et ça, effectivement, la French Tech peut aider aussi en fédérant l'écosystème d'investissement autour pour supporter ces projets et surtout les supporter suffisamment longtemps pour que l'innovation soit vraiment adoptée par les grands groupes et que ça prenne vraiment et que ça fasse quelque chose de florissant pour l'écosystème. Il y a une des personnes avant qui parlait de plafond de verre. À un moment donné, on atteint un plafond, on a du mal à rentrer ou à rentrer vite. C'est exactement ça et c'est ça aujourd'hui qu'on doit arriver à accélérer et à favoriser. Alors, ça tombe bien puisqu'on a un représentant d'un grand groupe ici. Bertrand Nachbord, vous êtes directeur système d'information et numérique chez Dalkia. Dalkia qui fait partie du groupe EDF, donc clairement un des plus gros industriels français. Que peuvent apporter les startups à une entreprise comme la vôtre et voilà, comment est-ce que vous intégrez potentiellement l'innovation qui en est issue? Alors bonjour à tous. Oui, donc effectivement, moi je vais vous parler d'industrie de la décarbonation, parce que Dalkia, donc on est filiale, on fait partie d'un grand groupe industriel, on est un industriel nous-mêmes, et on travaille à la décarbonation des industriels, mais pas que des industriels, aussi des collectivités, du tertiaire. Et donc on travaille sur ce sujet de décarbonation, on lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'effectivement, il faut quand même que l'on continue à le dire, 2024, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. On a atteint le 1,5 degré de plus qui était dans les objectifs de la COP 21. Donc, le sujet de la décarbonation est un sujet sur lequel la French Tech va avoir des vrais leviers de croissance. Et ça, on en est vraiment convaincu. Après nous, en termes de technologie, sur quoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui sur ces sujets? Alors on pourra parler de deep tech un peu après, mais déjà on travaille beaucoup sur tout ce qui est numérique, donc tout ce qui est numérique, data, IA, parce que là aussi, en termes de performance énergétique, on a beaucoup de choses à faire. Si je reviens sur Dalkia, on investit au jour le jour sur les territoires. C'est-à-dire qu'on est présent dans les territoires au plus proche de nos clients pour les aider dans leur trajectoire de décarbonation. Et donc, si on prend quelques chiffres, Dalkia, c'est sur 2024 4,5 millions de tonnes de CO2 évitées. En 2025, ça sera 6 millions de tonnes. Donc voilà, donc on est vraiment un acteur très engagé. Alors si je donne quelques exemples de l'application de la technologie aujourd'hui à ces sujets de décarbonation, je vais commencer par les réseaux de chaleur. En France, Dalkia exploite plus de 300 réseaux de chaleur. Et donc, pour aller chercher des réseaux de chaleur avec le moins de carbone possible, on va aller chercher des sources locales d'énergie décarbonée. Donc on peut parler de la géothermie, on peut parler de la biomasse, on peut parler de la récupération de chaleur. Et là, tout ça, ça crée des systèmes énergétiques complexes qu'il faut optimiser. Et donc là, on va utiliser de la donnée, on va remonter toute cette information pour aller entraîner des algorithmes, faire de la maintenance prédictive, faire de la simulation, faire des jumeaux numériques. Tout ça pour avoir la meilleure performance possible de nos installations industrielles. Un autre axe, c'est sur la performance énergétique sur les bâtiments. Sur les bâtiments, nous, Dalkia, on fait des contrats de performance énergétique avec nos clients, c'est-à-dire qu'on s'engage à ce que notre client consomme moins, et on s'engage parfois à des niveaux très importants, jusqu'à 40% d'économie d'énergie.
Et là aussi, on va utiliser beaucoup de données qu'on va remonter de les sites, qu'on aura instrumentées pour pouvoir faire du pilotage intelligent, du pilotage avancé. Et enfin, sur un troisième segment, sur l'industrie. Alors sur l'industrie, vous connaissez les chiffres, hein, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre en France qui proviennent de l'industrie. Et ben là, on a un grand enjeu et donc on a monté une offre, on a fait un grand partenariat avec une entreprise de la tech qui s'appelle Metron, où Metron apporte une plateforme d'intelligence artificielle où on va réussir à pouvoir faire des corrélations pas forcément intuitives, hein, entre un process industriel et de la performance et là, derrière, pour pouvoir mettre en place des actions de décarbonation. Donc là, Metron apporte son expertise dans une plateforme. Nous, Dalkia, on apporte une expertise dans de la performance énergétique et on en fait bénéficier près de 100 sites sur près de 100 sites industriels en France et avec effectivement des résultats tangibles. Et enfin, un dernier item sur tout ce qui est data IA. Nous, en tant qu'industriels, on utilise aussi de plus en plus tous ces sujets d'IA sur nos propres process internes. Donc bien sûr, là, comme beaucoup d'entreprises, on a mis en place notre Dalkia GPT interne, sur lequel on a formé nos salariés. Et là, on voit qu'il y a des pratiques qui changent. Et après, ensuite, on travaille aussi avec un certain nombre d'acteurs de la tech sur des verticales métiers. Parce qu'effectivement, certaines entreprises se sont spécialisées sur une verticale métier. Donc verticale métier, du RH, de la communication, du commerce. Et ils arrivent avec une solution clé en main qui va nous permettre de pouvoir accélérer sur des sujets. Et ça a vraiment beaucoup de valeur. Merci. Paul Perper, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes directeur du réseau national de l'INPI. C'est l'Institut national de la propriété intellectuelle, donc les brevets. Breveter donc ces innovations, ça coûte cher, ça prend du temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est indispensable et encore plus pour les startups industrielles? Oui, alors le bon exemple c'est Warm Sensing, c'est mon voisin de gauche parce que vous pourriez plus répondre à la question de savoir pourquoi c'est aussi indispensable que ça de déposer des brevets, parce que vous l'avez fait massivement. Si vous voulez, dans la course à l'innovation, celui qui gagne, c'est le premier qui dépose un brevet. Parce que grâce au brevet, il va pouvoir se réserver un monopole d'exploitation industrielle pendant 20 ans, et puis il va bloquer tous ses concurrents. Donc c'est une forme d'aboutissement, etc. C'est aussi important pour les startups parce que c'est le moyen de valoriser l'actif de votre bilan. Si vous inscrivez la valeur d'un brevet, ça sera plus facile de lever des fonds, etc., voire de sortir de votre entreprise, de la céder, parce qu'elle aura acquis cette valeur grâce à ce titre de propriété industrielle. Alors vous avez dit que c'était souvent long et cher. Il faut un peu nuancer ce jugement. Ça peut être rapide parce qu'on a des formules avec une demande provisoire de brevet où vous déposez en ligne un descriptif technique et puis vous avez 12 mois pour décider si vous allez poursuivre en la forme pour vraiment déposer un brevet. Alors évidemment, il y a quelques passages obligatoires. On fait souvent... D'abord, il faut se tourner vers des professionnels spécialisés. Les conseils en propriété industrielle, les avocats spécialisés qui vont rédiger ces brevets. Avant ça, ils vont faire quelques études, des études de brevetabilité. Il faut savoir si l'innovation répond aux 3 critères qui sont exigés en matière de brevetabilité. Donc il faut le regarder dans le détail, hein, notamment l'activité inventive. Et puis toutes les nouveautés. Est-ce qu'il s'agit d'une nouveauté? Bon, il faut aller fouiller dans les bases de données de brevets pour s'en assurer. Puis il faut s'assurer aussi que l'invention va bénéficier d'une liberté d'exploitation. Et ça aussi, ça suscite une étude supplémentaire. Voilà. Mais encore une fois, on peut raccourcir ces délais et ça peut aller assez vite. Voilà. Deuxièmement, est-ce que c'est cher?
Non, parce qu'en moyenne, le dépôt d'un brevet pour une start-up française dans le standard avec 10 revendications, c'est 260 €, je crois. Donc ça, c'est la redevance qui est payée à l'INPI. Et puis sur la partie les frais d'avocat ou de CPI, nous, on offre aux entreprises qu'on accompagne de prendre en charge, lorsqu'elles en ont besoin, pour les PME, de prendre en charge la moitié de la somme des honoraires d'avocat sous un certain plafond. C'est notre formule passe-pays, mais ça permet de déposer 1, 2, 3 brevets et d'aller vraiment vers le succès grâce à ça. Voilà. Merci. Une question peut-être plus pour Jean-Sébastien Moulet ou Lucie Finet. C'est la question des financements qu'on a évoqué tout à l'heure. Les levées de fonds, enfin les fonds levés par les startups industrielles ont baissé. Peut-être commencer par Worm Sensing. C'est quoi votre expérience du financement jusqu'ici? Est-ce que ça a été facile de lever des fonds? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? C'est jamais facile de lever des fonds. Aujourd'hui, nous, on a fait une levée en septembre 2022, qui nous a permis justement de financer notre outil industriel, qui est maintenant opérationnel et déployé. Et du coup, là, on va démarrer une nouvelle levée de fonds pour justement soutenir la mise en route la commercialisation, le début de commercialisation de nos produits. Voilà. Non, c'est jamais évident de lever des fonds. Pour les gens qui sont dans l'industrie, c'est compliqué dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs en France qui sont vraiment spécialisés dans l'industrie. Donc il faut trouver les bons partenaires qui comprennent les enjeux de l'industrie, qui comprennent aussi les timings et les durées de return finalement qui sont plus longs que dans du digital ou dans d'autres domaines, mais qui ont été démontrés comme étant beaucoup plus lucratifs finalement si on fait le bilan à 10 ans et plus. Donc non, c'est pas évident, il y a pas beaucoup d'acteurs, il faut trouver les bons acteurs et il y a aussi beaucoup de concurrence pour lever des fonds, donc ça reste complexe et je pense que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure reflètent bien ça. Ouais. Et Lucie Finet, comment est-ce qu'on fait à la mission French Tech du coup pour essayer d'améliorer cette situation? Oui, je voudrais déjà saluer l'exemple de Worm Sensing. Je pense que c'est la réalité. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que voilà, c'est une nouvelle génération de start-up industrielles et que du coup, on apprend en marche. L'ensemble de l'écosystème apprend en marchant. Donc là, on voit que tout ce qui est la phase d'amorçage, on arrive à financer parce que c'est pas des trop gros tickets. On arrive à se projeter sur un horizon pas trop long. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment le passage à l'échelle avec des plus gros tickets et justement accepter que ça prenne plus longtemps, que les sorties des LBO ils se fassent un peu moins rapidement que justement sur du logiciel et du SaaS. Et donc je pense que c'est une prise de conscience collective de l'ensemble de l'écosystème, qui soit investisseurs privés et publics, État, pour nous se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour justement rassurer les investisseurs et finalement flécher plus de financement privé vers ce type de start-up qui sont, il faut le dire, essentiels pour notre souveraineté. Et dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il faut aussi qu'on retrousse les manches, qu'on se mette tous autour de la table pour faire fonctionner et pour craquer ce sujet du passage à l'échelle des start-up industrielles. Et pour revenir sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, et ça sera peut-être une question un peu plus ouverte, mais une des clés, sans doute, c'est les relations entre les groupes et les startups dans l'innovation. On sait que ça prend du temps, ça met du temps à décoller, quoi, encore. Je sais que la mission French Tech, c'est un sujet qu'elle essaye d'adresser également. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot, et puis ensuite peut-être que les autres participants... je serais intéressé d'entendre Jean-Sébastien Moulet nous dire ses relations avec les grands groupes potentiellement, s'il en a. Très rapidement, merci pour la passe. En effet, Jérôme Berger d'Orange en parlait avant. Ça fait presque 2 ans maintenant à la mission French Tech qu'on a lancé le programme Je choisis la French Tech, qui vise vraiment à accélérer les achats privés et publics auprès des startups, parce que on identifie que c'est la préoccupation numéro 1 des startups,
avant même le sujet de financement, hein, parce que qu'on se le dise, 1 euro d'un client, c'est mieux qu'1 euro d'un investisseur, ça dure plus longtemps, ça peut être récurrent, donc voilà. Et nous, on pense que notre rôle à la mission French Tech, c'est de mettre tout le monde autour de la table, les grands groupes, les startups et les acheteurs publics, pour justement créer des contrats. Et je suis vraiment ravie que vous ayez cité l'exemple de Metron et d'Alkia, parce que c'est vraiment aussi des témoignages comme les vôtres qui montrent que ça fonctionne. C'est pas simple de signer un contrat, mais in fine, en fait, ça crée vraiment de la valeur pour les clients, pour tout le monde. Et donc, voilà, il faut que ça fasse effet boule de neige. Bertrand Nachbord ou Jean-Sébastien? Oui, alors effectivement, c'est vraiment essentiel. Nous, en fait, effectivement, donc là, moi, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de numérique, et on a aussi des vraies attentes en termes d'échanges et de partenariat sur de la deep tech, parce que en effet, tout ce qui est innovation, c'est pas que du numérique et surtout pas que du numérique. Et donc nous, Dalkia, nous on est dans les industries de la décarbonation, on est très en attente sur des ruptures technologiques, sur de la production d'énergie renouvelable, du stockage de CO2, sur aussi du verdissement de procédés industriels comme sur l'hydrogène. On travaille aussi, on est très attentif au sujet des SMR, donc les petits réacteurs. Donc les petits réacteurs, pourraient être des sources d'énergie pour des plateformes industrielles, pour des réseaux de chaleur. On a aussi tout le sujet des pompes à chaleur. Dalkia, on a fait une innovation sur une pompe à chaleur à très haute température. Donc on chauffe de l'eau jusqu'à 140 degrés pour un industriel de la papeterie. Mais il y a encore plein de choses à faire sur ces sujets-là pour travailler sur les puissances, sur de la température. Donc oui, donc nous effectivement, on est beaucoup dans cet échange avec ces startups. Par contre, il faut qu'elles existent, il faut qu'elles soient financées, et ça vraiment en particulier sur tous les sujets deep tech. Il y a besoin de financement, puis il y a aussi besoin de ressources. Il y a besoin d'ingénieurs, il y a besoin d'expertise, et ça aussi c'est un vrai sujet. Il faut les ingénieurs du côté de l'industriel, il faut les ingénieurs du côté des startups pour pouvoir faire tout ça. Jean-Sébastien, peut-être une réaction de votre expérience de relation avec les grands groupes. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et en fait, je crois on met en lumière ici le concept de la poule et l'œuf. C'est-à-dire que, en gros, les investisseurs viennent pas s'il n'y a pas les industriels qui mettent de l'argent pour des POC, pour des premières démonstrations, pour des premiers déploiements. Et en même temps, les industriels mettent pas d'argent s'il n'y a pas de financement sur la start-up qui garantit que ce qu'ils vont payer aboutira à un moment donné. Et effectivement, je pense que tout l'enjeu ici, c'est d'arriver à casser ce cercle-là un petit peu et de faire en sorte que tout le monde se fasse confiance et qu'on avance tous ensemble pour déployer sur le terrain. Parce que l'objectif final, c'est d'aider les entreprises, de les rendre plus efficaces, plus opérationnelles et du coup plus compétitives de manière générale. Donc voilà, je pense que c'est bien résumé. Il faut casser ce cercle et faire en sorte qu'on arrive à accélérer et fluidifier les échanges et l'introduction des technologies chez les industriels. J'aimerais me retourner encore une nouvelle fois vers Paul Perper. Est-ce que de votre point de vue, du point de vue de l'INPI, la France et l'Europe sont bien armées face aux géants chinois et américains en matière de propriété intellectuelle, et je vais même rajouter une deuxième question. Est-ce qu'on est assez agressif sur ces questions de propriété intellectuelle ? Alors, bien armé du point de vue du droit de la propriété industrielle et de ce qu'on peut faire pour protéger ces innovations, etc., je crois qu'on est tout à fait bien armé. Les derniers ajustements ont été pris dans la loi Pacte de 2019 et on a introduit là des innovations en matière de protection industrielle avec justement la demande provisoire de brevets, avec les certificats d'utilité qui sont des brevets à durée plus limitée, à 10 ans. C'est venu compléter un peu la panoplie de protection et je crois qu'on est vraiment bien, oui. Alors après, dans les classements internationaux, on voit qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé au plus grand niveau, parce qu'il y avait la semaine dernière la présentation par l'Office européen des brevets de Patent
Patent Index 2024, la France est 6e sur les brevets qui sont déposés en Europe, auprès de l'Office européen des brevets, mais le premier, ce sont quand même les États-Unis, après il y a l'Allemagne. L'Allemagne avec 25 000 titres, 10 000 seulement pour la France. Donc on a une marge de progression. Et puis surtout, il y a 3 asiatiques, le Japon, la Chine et la Corée qui sont encore devant nous. Donc on doit pouvoir s'améliorer encore et être un petit peu plus agressif comme vous le suggériez. Alors ce sera le message de la fin.